Tu marches dans la rue avec ton chien. Je marche dans la rue. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, il est moche ce chien !» Oh, je réponds mal. Je réponds très mal. Là, tu vis au quotidien avec ton chien. Il tue ton autre chien. Le soir, tu vas recaliner ton autre chien qui a tué l'autre. Alors que le soir, t'avais tes 2 chiens près de toi, t'en as plus qu'un et tu sais que c'est de la faute. C'est compliqué. Non, mais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je sais que personnellement, j'aurais très très difficile à garder l'autre chien parce que j'aurais trop d'émotions que pour pouvoir être un bon propriétaire pour lui. Il est arrivé ici à l'âge de 10 mois, il a littéralement défoncé l'autre chien. Donc quand il est revenu dans son garage, il a trouvé son chien déchiqueté. Encore. Tu disais, où est-ce qu'elle arrive, cette limite? Quand est-ce que je vais pouvoir intervenir? Est-ce qu'il s'agit d'un jeu entre eux ou... Moi, je vais te dire, je ne la vois pas arriver cette limite parce qu'ils jouent morts ensemble le même coussin et tout d'un coup, il suffit qu'il y ait un accroc dans la babine de l'autre et tac, ça démarre. plus convenable. J'avais beaucoup plus de compétences à ce moment-là. Et depuis lors, je le fais plus parce que c'est beaucoup trop risqué. Que le propriétaire a probablement pas vu, c'est qu'il y a eu des jeux de hiérarchie qui ont commencé avec ce nouveau bully qu'il a pas vu, ou en tout cas sur lesquels il n'est pas intervenu. Et à un moment, probablement que ce bully a pris le dessus vraiment et qu'il a gagné la bataille hiérarchique. Moi, j'ai fait ça quelques fois. J'en ai fait des vidéos que j'ai postées sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire, par exemple. Parce que Les chiens de sa maman, et quelques semaines avant, en fait, sa maman avait été retrouvée morte mangée par les 2 autres chiens. Et elle les amenait pour pouvoir travailler avec. Donc, Mais magnifique. attends, mais... What's happening here? SFMP, the podcast. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy de la chaîne Sport for My Pitbull. Et aujourd'hui, on se retrouve avec de nouveaux invités. Enfin, nouveaux pour certains. Et peut-être pas pour d'autres, hein. Je sais pas dans quel ordre je vais sortir les épisodes qu'on est en train de sortir. Ce sera à suivre, hein, et les personnes qui seront fidèles depuis le départ pourront considérer ou réaliser qu'ils ont déjà vu ou pas des personnes présentes sur ce plateau. Donc j'ai invité des personnes. J'ai fait pas mal de vidéos où j'ai passé mon temps à les conclure en disant que tout ça allait se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir, et j'ai décidé de vous allier à mes projets en vous invitant sur notre plateau. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les personnes qui sont présentes et on va commencer avec Alessia, qui ne peut pas mieux le dire que moi-même. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en 2 mots, hein, et prononcer ton prénom par toi-même? Je m'appelle Alessia et je suis une passionnée de chiens, surtout de pitbull. Donc je suis super contente d'être ici à ton podcast. Excellent, au top. Ensuite, j'ai sur ma gauche ici Charlie. Charlie, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, ça va très très bien, en forme. Ouais. Ah, il est pas trop tard. Content d'être ici avec vous. Excellent, mais ça c'est une très très bonne chose. Et ensuite nous avons Doc Connexion qui est parmi nous, qui nous fait honneur de sa présence aussi pour participer à davantage de diversité de sujets. Merci, et merci de nous recevoir à nouveau. On est content de faire un 2e épisode avec toi. Super, génial. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet de comment réagis-tu si ton chien tue ton chat. Alors évidemment c'est un titre comme ça, mais ça pourrait être d'autres animaux domestiques que vous avez à la maison. T'as déjà eu des chiens également, Alessia? Oui, il y a même les chiens de mon frère, il y en a quand même 6. Il y a beaucoup de chiens dans la famille en fait. Oui, il y en a quand même beaucoup, je dois avouer, quoi. Excellent. Dites, je voulais savoir un petit peu avec toute la tâche que vous avez pour vos chiens, quel est votre degré de susceptibilité, de sensibilité quand on parle de vos chiens? J'aimerais que vous puissiez vous exprimer. Alors, je ne sais pas qui va prendre la parole en premier, ou peut-être que... Doc Connexion, quoi. C'est Doc Connexion qui va prendre la parole. Je ne t'attendais pas à dire honneur aux dames. Je pensais pas. Cette fois-ci, je donne honneur à l'homme. Mais regarde. Alors, ton chien principal, en fait, de chiens que toi tu as, tu en as un qui t'appartient. Ouais, un seul. Mais tu traînes souvent avec énormément de chiens, comme on voit sur tes vidéos, dans ton Doc Connexion sur Instagram. Est-ce que tu as une sensibilité particulière si des gens, alors que ce soit sur Internet ou en parole ou dans la rue, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on parle mal de ton chien, et est-ce que tu sens que parfois ça peut t'irriter ou quoi? Quel est ton niveau de susceptibilité par rapport à ça? Ah ouais, ça c'est clair que je suis beaucoup plus tolérant avec mon chien qu'avec les autres chiens, et je suis beaucoup plus intolérant aux critiques envers mon chien qu'envers les autres chiens. Mon chien, je l'avais dit l'autre fois, il a vraiment quelques soucis. Bon, ça va beaucoup mieux, c'est pas le même chien qu'avant, mais il lui arrive quand même parfois de retourner à des petites corrections inutiles ou des choses comme ça.
Je pense que si c'était un autre chien, je serais beaucoup moins tolérant avec ce qu'il fait. Mais si par exemple quelqu'un dit, je sais pas moi, il fait une critique du style, par exemple, tu t'appelles ton chien, il écoute pas directement, tu dis ouais, mais ce chien il écoute pas, par exemple. Est-ce que ça te pique un peu ou t'arrives à rester neutre ou comment tu te sens? Alors, ça me pique un peu, mais j'arrive à rester neutre parce que j'ai de l'entraînement avec mon chien. Mon chien a fait tellement de conneries par le passé que les petites critiques qu'on fait maintenant, c'est presque un compliment. Mais parce que mine de rien, allez, toi, Moi, je le prends assez mal, quoi. Je le prends assez mal. Je suis quand même, j'ai cet instinct un petit peu maternel, quoi. ouais. Donc, c'est normal. C'est comme si on touchait un gosse. Mais c'est parce que des fois, même si on a des enfants, par exemple, on peut être énervé comme on veut sur son enfant. Je sais pas, vous êtes dans le tram, votre enfant, il fout la misère, vous êtes énervé, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui se mêle de ça et qui crie sur votre enfant, ça va vous atteindre au plus haut point. Ou alors peut-être pas forcément. Si, Comment tu te comporterais? Si, parce que quelque part, on crée un enfant à sa propre image. Mhm. Comme un chien, on a sa propre image. Donc, du coup, quelque part, ça nous touche. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle on est très sensible à tout ça. Hein. Mais attends, tu avais quoi comme chien déjà comme Un bosseron croisé. Un bosseron croisé. Donc, il subit pas trop le délit de Non, faciès. sale gueule, non. Il est juste noir. Sale gueule. Et il... On recommence. non. Oh, mais appelons un chat, un bosseron, En noir. Disons les termes. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu des remarques de l'extérieur, de personnes que tu connais pas, ou de personnes que tu connais? Alors, soit par rapport à l'attitude de ton chien, ou même soit par rapport à la gueule de ton chien. Est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques qui t'ont touché ou atteint? Les deux. Attitude et remarque. Alors, le plus remarquable, c'est une anecdote, une vieille dame qui vient, qui caresse mon chien. Ouais. Elle est toute contente, moi qu'il est magnifique, qu'il est gentil, qu'il est beau, nanana. C'est quoi, monsieur, cette race? J'ai dit, c'est un pitbull. Alors, la femme, elle a fait un pas de recul, elle était surprise, on était au vétérinaire. Ça. Et j'ai dit, madame, ça reste le même chien, qui s'appelle pitbull, rottweiler ou quoi. Donc, ça, c'est... Et je le prends pas mal. Mais je me dis que cette femme, elle est sûrement dans l'incompréhension de la race, etc., quoi, tu vois. Et, ouais, après, je peux être pris de certaines remarques, comme elle dit, c'est, on fait un chien à notre image un peu. Donc On avait dit un enfant, mais en tout cas, tu fais un espèce de transfert. C'est un chien à notre image, parce que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose quand quelqu'un critique et dit merde, c'est moi, en fait, qui est remis en cause quelque part, hein. On dit ton enfant est mal éduqué. Oui, c'est qui a exactement. éduqué l'enfant? C'est le papa ou la maman, tu vois. C'est pas l'enfant qui est, quelque part, la critique est envers, le propriétaire du chien. C'est un truc de fou parce qu'en fait, moi, je me rappelle, alors, plus jeune, je me vois, en plus dans ces âges-là, les 17 ans, etc., je me vois en train de marcher avec mon chien dans une plaine et il y avait un vieil homme qui baladait son propre chien à une vingtaine de mètres de là où j'étais. Et quand il me voit avec mon chien, il dit, ces chiens-là, ils devraient pas exister. Et avec la fougue que j'avais à cet âge-là, quand il m'a dit ça, mais ça m'a tellement touché, mais je connaissais même pas ce sentiment-là, hein, mais ça m'est tellement rentré dans les tripes que j'ai commencé à m'énerver verbalement. Je sais même plus ce que j'ai dit, tu vois. J'ai pas été l'agressif physiquement, mais en tout cas, de loin, je lui ai lancé tout ce que je pouvais lui lancer. J'avais un lance-flamme, tu vois. Et en fait, en évoluant au fur et à mesure des années, je me suis dit que, mais, ok, il va dire ci ou ça, et ça va changer quoi finalement? Ça va rien changer. Donc, je me suis assagi, je me suis dit, voilà, si quelqu'un parle mal, je sais comment je vais prendre sur moi, etc., etc. Et là, il y a même pas 2 ans, je marche, alors, dans un lieu public, dans un lieu vraiment public, et il y avait beaucoup de gens. Et je suis avec ma compagne et on a chacun un chien en laisse. Mais alors, quand je dis chien en laisse, c'était plus qu'une laisse. Ça veut dire que t'avais le harnais, t'avais le collier, t'avais la muselière. Genre, tu pouvais pas l'emballer plus que ça. Et on croise 2 femmes d'un certain âge. Et il y en a une qui dit, qu'est-ce que c'est que ces chiens-là? Qu'est-ce que c'est que J'ai entendu ça. Ma compagne, elle a voulu monter dans les tours. Et moi, j'ai fait, oh, c'est bon, laisse tomber. Et on a fait 1, 2. Et j'ai eu un retour de truc. Et je me suis dit, si elle dit ça tout haut, c'est qu'il y a plein de gens qui doivent le penser comme ça. Alors là, je suis un peu rentré en mode show, un peu en mode spectacle. C'est-à-dire que je me suis retourné et je dis, mais madame! Et alors, je parle fort exprès parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent, tu vois. Je dis, mais madame, ils ont un harnais, ils ont un collier, ils ont une muselière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on les euthanasie? Tu vois, et
Et pourtant, je pensais que j'avais dépassé ce sentiment que si on parle et tout, ouais, mais quelque part là, j'avais un double intérêt. Je voulais un peu donner la leçon, etc. Mais il y a toujours une sensibilité, en tout cas, qui est quand même proche dès qu'on parle de nos animaux. Et toi, du coup, en ce moment, ça te touche encore quand même quand on parle d'Odin ou de choses comme ça? Je pense que effectivement, comme Alessia a expliqué, quand on parle de nos chiens, c'est vrai qu'il y a toujours un truc. Et après, maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'abord de se rendre compte, en l'occurrence ici, que ça nous touche. À partir du moment où tu te rends compte que ça te touche, de travailler là-dessus pour voir est-ce que ça vaut la peine de t'énerver ou pas, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, si quelqu'un me fait une remarque sur un de mes chiens, je prends d'abord du recul. Il y a toujours une analyse de voir est-ce que c'est gratuit juste pour te vexer ou est-ce que c'est une mauvaise analyse de la personne et alors tu te justifies. Et ça dépend de qui ça vient aussi. Hein. C'est pour ça, ouais, ça fait partie du processus d'analyse quelque part. Hein. Ouais. Parce que voilà. Après, tu vois, c'est ces termes qu'on dit, qu'est-ce que c'est que ces chiens, etc. Pour parler du pitbull. Nous, en tant que propriétaire de pitbull, moi, je suis plutôt dans une démarche d'essayer de casser cette mentalité un peu, tu vois, de dire arrêtez de critiquer bêtement. Nous, on voit la beauté, mais la beauté dans l'œil de chacun. Quelqu'un va voir un bouvier, va le trouver beau. Un teckel va le trouver beau. Moi, c'est le pitbull. Bon, voilà, c'est chacun. Mais tu peux pas dire qu'est-ce que c'est que ces chiens devraient être. Tu peux remarquer, c'est souvent des vieilles personnes qui parlent, c'est des personnes âgées, hein, c'est vraiment la vieille mentalité, tu vois. Souvent, ou alors des gens placés comme des bourgmestres et compagnie. Mais en tout cas, des chiens beaux, le pire, c'est qu'on trouve plein de chiens beaux. Et en fait, il y a des fois, je me dis un truc, pourquoi est-ce que les autres personnes ont le droit de trouver des autres chiens beaux? Mais nous, quand on trouve ces chiens beaux, directement, c'est pour compenser ce qu'il a dans le pantalon. C'est immédiat, quoi. La critique, on n'a pas le droit de kiffer ces chiens-là. Tu sais, c'est un peu un rapport à la personne qui fait de la musculation. Quelqu'un fait de la musculation, il se fait manger une branlée par un gars plus sec. On se dit, c'est une tapette. Il fait de la musculation, on n'a jamais dit qu'il faisait du combat. Avant même qu'il se prenne une branlée, rien que le fait qu'il soit costaud, c'est de la gonflette, c'est la critique. Bien sûr, voilà. Ouais. Mais toi, personnellement, quand tu de t'imaginer, toi, tu marches dans la rue, par exemple, et il y a alors, Alessia, tu marches dans la rue avec ton chien. Je marche dans la rue. Il y a quelqu'un qui dit, il est moche ce chien. Oh, je réponds mal. Je réponds très mal. Je réponds très, très mal. Par exemple, il y avait un jour une nana qui s'est arrêtée et m'a dit, c'était son petit chiot c'était un mâle en chaleur. Et donc, il essayait de chercher, je sais pas moi qu'est-ce qu'il cherchait, mais il est venu là où il y avait un espace vert et j'étais tranquille avec ma chienne. Et à un moment donné, la nana, elle s'arrête et fait « Mais c'est votre chienne, elle est en chaleur ou quoi? Parce que mon chien, il est venu jusqu'ici. Vous pourrez pas la castrer ou quoi ?» Et à un moment donné, j'ai dit « Mais attends, c'est ma chienne qui est venue vers ton chien ou c'est ton chien qui est venu vers ma chienne? Alors, s'il te plaît, ok, c'est bon. » Donc, c'est des choses comme ça. Hein. Mais à l'intérieur de toi, en tout cas, ça me blesse. Ça blesse. Ça me blesse parce que c'est de la critique gratuite, des fois. Après, il y a des critiques aussi positives. Disons, un exemple, mon chien était un petit peu en surpoids. Et je connais quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, ton chien est un petit peu... Mais il l'a dit de manière très gentille, tu vois, pour pas me choquer. Bon, après, il s'avérait qu'au fur et à mesure qu'ils me connaissent, il s'est lâché un petit peu. Ne visons personne. Pour me dire, ton chien est un petit peu en surpoids. Mais il m'aurait pas fait cette réflexion. Tu vois, j'aurais pas pris conscience réellement que mon chien était réellement en surpoids. Puis il m'a dit, ton chien, ça associe son surpoids, tu vois. Et c'est là que j'ai pu prendre conscience et le mettre au régime. Et le chien, maintenant, il s'en porte que mieux, tu vois. Il court, il saute, il est jamais essoufflé. Il a retrouvé la condition physique. Donc, des fois, je pense, tu vois, des critiques sont bonnes, constructives. Voilà, exactement. Mais de qui elles viennent? C'est pour ça que j'en reviens à ça. De qui ça vient, tu vois? Et dans quelle intention? Quelqu'un, parce que c'est même pas de qui ça vient dans le sens, c'est lui qui nous dit, alors, non. C'est dans le sens, si un jeune gamin de 15 ans passe et te dit ton chien ressemble à un saucisson, tu pourrais mal le prendre. Or qu'il a tout à fait raison, de la même manière que Junior le dit, tu vois. Ouais. Mais c'est qui te le dit, comment te le dit aussi, tu vois. C'est tout ça, ça prend en compte. Okay, je pense qu'il y a aussi des critiques positives, mais malgré qu'elle ait été positive, moi je l'ai bien pris. Est-ce que toi tu l'aurais bien pris? En tous les cas, les gars, c'est vrai que je vous ai lancé sur un truc ici, mais on va évoluer vers le sujet principal. Alors, à toute personne qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va aborder le thème principal. Sachez aussi également que si vous voulez participer
à un débat, que vous avez des sujets à proposer, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez m'envoyer également un mail. Le mail est dans la description. Et à ce moment-là, vous me dites, je m'appelle comme ci, comme ça, je voudrais participer à un débat, j'ai des choses à dire. Et alors, on pourra se joindre pour pouvoir vous permettre de participer et que vous puissiez allier et toucher la communauté. Ok ? Donc aujourd'hui, on va parler de comment réagis-tu si ton chien tue ton chat, enfin si ton animal domestique tue un autre de tes animaux domestiques. Ça passe, ça fait du bien. Par là où ça passe en tout cas. En tous les cas. Va avoir des cuts au montage. Non mais en tous les cas, voilà. Alors, j'ai vu dernièrement sur Facebook, je dis dernièrement, c'est il y a quelques mois, une personne qui donnait son chien. Et comme d'habitude, évidemment, on est toujours intéressé de savoir pourquoi est-ce que les gens se débarrassent de leurs animaux. Et pourquoi est-ce que vous donnez votre chien ? Et elle a écrit, je donne mon chien parce que mon chien a tué mon chat. Et personnellement, je trouve ça aberrant. Je pense qu'il faut pas oublier que les animaux sont des animaux avant tout. Ils ont des instincts. Alors, les choses peuvent être empêchées, les choses peuvent être interrompues. On peut préserver une forme d'équilibre dans le foyer, éviter que des choses salaces se passent. Mais si ça arrive, et surtout qu'en général, c'est de l'erreur de l'humain, je me dis que, entre guillemets, il fallait s'y attendre. Mais de là à vouloir mettre des répercussions sur l'abandon de son chien, pour moi, c'est fort. Et donc, je voulais savoir un petit peu avec vous, toi, par exemple, Alessia, si jamais tu as un chien et que tu as un autre chien, Ouais. ou un autre chat, ou un autre animal, et que ton chien... Ou un rat, quoi. Ou un rat dans la maison, quoi. En fait, non, mais pas une souris, quoi. pas une souris. Ou un homme. J'accepte. Non, mais en tout cas, tes propres animaux domestiques, tu en as un qui tue un autre de tes animaux domestiques. Comment tu réagis ? Qu'est-ce que tu ressens ? Et ensuite, comment tu réagis par rapport à ce type d'activité, de scène ? Alors, avant toute chose, moi, je pense qu'il faut toujours voir un peu le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Là, sur l'instant même, je pense que oui, c'est triste, quoi. C'est triste, mais ça peut arriver, effectivement. Mais c'est pas pour autant que moi, je vais faire euthanasier mon chien ou je l'abandonne. Voilà, quoi. SFMP. J'essaye de regarder d'abord le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que sur l'instant, tu vas avoir est-ce que tu vas avoir beaucoup de colère sur l'animal qui aura éteint le second, et sur les... Alors, peut-être la réaction à court terme et la réaction à long terme. Voilà. Celle immédiate et celle qui perdure pendant les jours suivants. Comment tu décris ça ? Alors, c'est clair que je vais un petit peu m'énerver sur mon chien. Donc ça, c'est vraiment l'instinct, quoi, tu vois, tout de suite. Mais après ça, je vais commencer à voir un peu le contexte, voir ce qui s'est passé. Et par la suite, prendre des prédispositions si nécessaire, quoi. Décision, etc. Mais toi, tu pourrais, si jamais, par exemple, ton chien, il attaque... Si maintenant, alors, tu vas au boulot, tu reviens, ton chien, il a tué ton autre chien. Est-ce que tu pourrais... Il te reste plus que celui qui a tué ton autre chien. Tu pourrais, sur base de ce phénomène-là, décider de le donner à quelqu'un ou de l'abandonner ou pas, en fait, non. Personnellement. Toi, non. Ça reste tout de même des animaux, quoi. Ouais. Si on se mettait, je sais pas moi, dans la jungle avec des lions, ça serait... C'est déjà ce qui se passe, en fait. Ça serait pareil, quoi. Est-ce que ce serait pas plus à nous à prévoir ce genre d'événement et à les séparer lorsqu'on s'en va, tu vois, pour éviter, anticiper ça, tu vois. Tout à fait. Mais attends, avant de voir quel genre de solution pourrait permettre que ça se passe pas, je voudrais d'abord toi voir un petit peu. Peut-être que t'es moins habitué à avoir des animaux aussi houleux. Je ne sais pas. Je préjuge, mais tu as deux chiens. Peut-être que tu as même rééduqué toi-même ou avec assistance. Et tu te dis que tout va bien, etc. Et maintenant, quand tu pars au taf, tu les laisses tous les deux. Et un jour, tu reviens et t'en as un qui est explosé sur le sol. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait te faire sur l'instant ? Comment tu réagirais sur l'instant ? Et comment tu
penses que tu réagirais à long terme? Sur l'instant, je tue l'autre chien. Le mec a mis un malaise. Mais là, non, mais laissons cet homme répondre de sa position. Non, je rigole. Ce serait très difficile, vraiment. Très difficile aussi parce que dans ma position, bon, déjà, bien sûr, mais alors ça remettrait aussi en question dans le contexte que tu expliques toutes mes compétences et ma capacité à pouvoir sentir ce qui se passe entre deux chiens. Maintenant, effectivement, comme tu disais, Alessia, il faut voir le contexte et effectivement, quand on n'est pas là, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je sais que personnellement, j'aurais très, très difficile à garder l'autre chien parce que j'aurais trop d'émotions que pour pouvoir être un bon propriétaire pour lui et un bon chef de meute pour lui. Donc, c'est plus mon côté émotionnel qui m'inquiéterait que vraiment juste le chien. C'est plus par rapport à moi. Maintenant, j'avais rencontré aux États-Unis, une fille qui avait amené ses deux chiens. C'était en fait les chiens de sa maman. Et quelques semaines avant, en fait, sa maman avait été retrouvée morte mangée par les deux autres chiens. Et elle les amenait pour pouvoir travailler avec. Donc, mais manifestement... on était sûr que c'était... Alors, ils n'étaient pas sûrs que... Elle était déjà morte, la dame? Voilà, ça, ils n'étaient pas sûrs. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont mangé la maman. Okay. Ça c'était sûr. Ouais, moi, je veux pas faire de gaspillage. Non, attends. Mais voilà, ils étaient enfermés dans la maison avec la maman, donc ils n'avaient pas le choix que de manger à un moment. Ils ont dû manger parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Mais... Attends, non, mais les gars, vous êtes... Attends, parce que moi... Est-ce que tu connais bien... T'es en train de dire que les deux chiens, ils étaient avec la maman et ils l'ont mangé parce qu'ils avaient faim. Donc, ce qu'ils ne savaient pas, c'est si la maman a été tuée par les chiens et puis mangée, ou si elle est décédée et qu'après, ils l'ont mangée. Ça, ils ne savaient pas ils ne connaissaient pas ce qui était sûr, c'est qu'ils l'ont mangé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont mangé. Ouais. Après ça, les gars, moi je sais même pas si nous on meurt et qu'on reste enfermés avec nos chiens. Les gourmands que j'ai vont manger. Mais c'est la question. Ils n'ont rien à manger, quoi. Alors, à ce moment-là, oui. Voilà. Obligé, quoi. La question, c'est est-ce que tu arrives à travailler avec ces chiens-là qui ont dans leur estomac et dans leurs intestins une partie de ton parent? Ça, je pense que moi, en tout cas, personnellement, émotionnellement, la fille de la mère morte a repris les deux chiens et travaillé avec qui eux. N'est pas la mère du Nord. J'allais. Non. De toute façon, la mère morte n'est pas la mère. Non, mais les gars. C'est vrai que là, et ça devient une situation, c'est une histoire, pour que ce soit bien clair. Hein. Donc, tu as une femme qui vient chez toi. Elle t'explique que ces deux chiens ils ont probablement tué la mère. Ça, on ne sait pas. Ça, vraiment, on ne sait pas du tout. On ne sait pas. Ça n'a pas été prouvé. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont mangé. Et maintenant, la question est psychologiquement, comment tu fais pour travailler... Non, comment tu fais pour être la fille et garder ces chiens-là? Ah, c'est vrai que, en fait, mais tout relève toujours d'une question d'émotion, en fait, en vérité. Et c'est ça, moi, dans ta question qui est difficile, dans ta question, ce qui est difficile, c'est effectivement comment tu fais si ton chien a tué ton chat ou l'autre chien, comment tu fais pour garder une relation objective avec ce chien-là? Parce que, objectivement, effectivement, comme vous disiez, ce ne sont que des animaux et donc il n'y avait rien de mal intentionné, de méchant, C'était simplement l'instinct qui parlait. Et rester instinctif avec un chien, ça demande d'être calme. On ne peut laisser parler son instinct que si on est calme, que si notre émotionnel ne prend pas de place ou que l'intellectuel ne prend pas de place. Mais c'était les chiens de sa fille ou les chiens... Donc c'était les chiens de la maman en fait. Ça peut-être que j'ai pas bien expliqué. Donc c'était les chiens de la maman et la fille a décidé de reprendre les chiens de la maman malgré ce qui s'était passé. Ce qui pour moi est encore plus incroyable parce que c'est pas comme si c'était ses chiens et qu'elle tenait de les garder. Allez. Bon, ça change pas tout. J'allais dire ça change tout. Ça change pas tout. C'est une autre histoire. Mais c'est une autre histoire. C'est vrai que les chiens, c'est les chiens de la mère. Et donc la fille récupère mais la fille, elle connaissait plus ou moins bien les chiens de la mère, on va dire suffisamment en tout cas pour dire que je les garde. Mais donc en fait ces deux chiens, ils étaient même pas en présence d'une personne étrangère. C'était vraiment les chiens à la mère. Maître. Ah, c'est toujours compliqué parce qu'on sait jamais. Non. Le problème, c'est qu'on peut parler comme on veut. Tant qu'on n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si t'es pas dans le cas, tu ne sais pas. Mais
Et ce qui s'est passé avant aussi. Et Enfin, on sait, mais tu sais maintenant, si les chiens ont mangé la maman parce qu'elle est morte d'un infarctus, tu sais, cette femme qui récupère ses chiens se dit, ces chiens-là, à la base, ils étaient bons. C'est des bons chiens. Ils n'ont fait qu'un truc de chien, tu vois, ils ont mangé, et si pas, ils allaient mourir de faim. Bon, après, Oui. Tu vois? mais c'est ça aussi la question. Ah, mais de ouf! Ouais. Non, parce que ça paraît insensé, mais regarde, si jamais t'as un chien qui reste, il n'y a plus personne qui le nourrit. C'est ce qui s'est passé ici, hein. Et C'est que, ça, la si je femme, me trompe pas, ouais. et que la femme, elle est déjà morte. Parce que là, il y a les enquêteurs, il y a personne qui a prouvé que les chiens avaient tué la. Donc, si elle meurt c'est une mère d'une fille qui est déjà bien adulte. Donc, on peut en conclure que cette mère, potentiellement grand-mère, avait déjà un certain âge. Si elle meurt même d'une mort naturelle ou prévue d'une maladie, ben, à un moment donné, il n'y a plus personne pour nourrir les chiens. Qui nourrit les chiens? La maman. Le maître. La maman. C'est la maman qui nourrit les chiens. Jusqu'au bout. Vous rigolez? Non, les gars. Oui, c'est grave. Non, mais c'était une histoire. C'était une histoire difficile. Vraiment, c'était une histoire difficile. Au-delà des blagues, c'était une histoire. J'avoue, c'est chaud. Ouais, mais c'est vrai, mais difficile. au final, tu vois, tu vis au quotidien avec ton chien. Il tue ton autre chien. Le soir, tu vas recaliner ton autre chien qui a tué l'autre. Alors que le soir, tu avais tes 2 chiens près de toi, t'en as plus qu'un et tu sais que c'est de la faute. Tu vois, c'est compliqué. Non, mais hein. pas le. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà eu un chien qui s'en est pris un autre de mes chiens. Et j'étais fâché. Mais même si j'étais fâché, dans ma tête, je savais que, par exemple, j'avais des devoirs. J'avais des responsabilités, par exemple, les nourrir. Donc, je me suis comporté de manière beaucoup plus militaire. Ouais. Ça veut dire que c'est l'heure de manger, je leur apporte, viens ici, mange. Tu sais ce qui est bizarre? Et on en revient encore à cette histoire de comportement. À partir de ce moment-là, les ordres, je les disais une seule fois. Il écoutait directement. Comme s'il se disait, ouais, là, si j'écoute pas, il va m'envoyer sur la lune. Une seule fois. Et tu penses que c'est lui qui a changé sa manière de respecter ce que tu disais, ou aussi toi, dans ton intonation et dans ta relation avec lui, il y avait quelque chose où tu as vraiment senti que là, face à lui, tu te devais d'être... Mais en fait, je pense même qu'on est au-delà de l'intonation. Je pense même que là, on rentre dans le domaine énergétique. Moi, bon, après, je parle d'énergie. Je sais qu'il y a des gens qui décrochent facilement dès que tu parles d'énergie. Mais moi, je pense que c'est l'aura, l'énergie, parce que il y a des fois où tu dis, j'ai dit, viens ici, et le chien est resté tu vois. Mais là, c'était plus l'intonation, c'était plus que c'était quelque chose de plus Instinct. abstrait. Moi, je pense. Je donnais les ordres de manière si décisionnaire que je sais pas. Il n'y a pas de négociation. C'est quelque chose que je dis beaucoup aux gens que je rencontre, c'est que beaucoup, par exemple, dans l'éducation, assis, couché. Ça vient du thorax. Couché, assis. Ce dont tu parles, ça vient du ventre. Donc, en fait, ce qui est très important pour laisser les émotions passer, c'est qu'il faut bien respirer. Si tu respires, si tu fais vraiment attention à ta respiration, tout le monde se rigole quand je dis il faut bien respirer, mais en fait, c'est essentiel. Si tu respires bien en gonflant ton ventre et que tu dis assis, là, ça vient du ventre, c'est différent que assis, qui vient d'ici. Ça se sent directement. Et les chiens le sentent. Quel est le bon, du coup? Torse ou ventre? Le bon, c'est ventre. Parce que le ventre, c'est vraiment c'est un peu, tu le retrouves dans la langue française. Ah, ça vient des tripes. Ça vient de l'instinct. C'est vraiment ça. Si tu le fais venir de tes tripes, ça vient de quelque chose de plus profond. Ce dont tu parlais, Junior, d'instinctif, de l'essence, de l'énergie. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois vraiment et ça se sent. Donc, si tu as un problème avec ton chien, il faut faire très attention de bien respirer et boum. Ça me fait penser à Armand Altaï de Star Academy. Tu chantes avec le ventre et pas avec le thorax. T'as dit Armand Altaï. t'es un ancien. Ah oui, C'était vieux, t'as vu ça? Non, c'est un on l'a truc connu. de fou, Hein. t'as dit Armand Altaï. Il a eu un flashback, là, il est revenu 20 ans là. Mais en fait, je me suis demandé. Il a vraiment dit ça, ce type. Ça remonte Star Academy. Altaï. Mais c'est Star Academy 1, ça. Bah ouais, je pense. Hein. Avec Mais donc, Armand Altaï était aussi éducatrice que Voilà, elle devait avoir des liens. C'est vrai. Non, c'est une blague. Oh mon Dieu. Ok, là. Non, mais non, c'est vrai qu'elle s'exprimait comme ça. Bien sûr. Mais on aurait dit. Bon, on ne veut pas trop parler d'elle. On parle des chiens. Et Mais On peut faire un podcast sur Star Academy si tu veux. On peut faire venir Armand Altaï si elle est toujours là. Bah oui, hein, pourquoi pas.
Miou, Les miou, gars, vous êtes miou, fous. miou, Eh, miou. les gars, on va revenir sur l'histoire du chien. Bon, par contre, toi, tu nous as brisé avec ton histoire très mystique, hein, parce que la fille, la mère, les deux chiens. C'est sombre, hein, cette histoire. C'est là. sombre, La première fois que j'entends Ouais. une histoire pareille. Mais alors, du coup, alors là, on peut du coup venir sur peut-être les gestes peut-être à adopter pour que des choses comme ça soient évitées, parce que alors, je pense que tout le monde sait que on aura un coup de sang sur le moment. Maintenant, qui réagit comment en termes de coup de sang, c'est une autre question. Je pense qu'on est tous conscients qu'on doit tous apprendre à se maîtriser d'une manière ou d'une autre, parce que les coups de sang, c'est momentané et c'est jamais prolifique. Ça n'amène rien de bon. Alors, moi, je pense personnellement, et même dans le cas de ce qui m'est arrivé, je pense que la faute nous incombe toujours. Donc maintenant, la question est, pour qu'une chose pareille n'arrive jamais ou n'arrive plus, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre dans notre foyer pour pas que ça arrive? Et c'est là où tu étais arrivé, non? Ouais, mais écoute, tu sais, ça, encore une fois, c'est quel est le truc à mettre en œuvre? C'est déjà trouver le moyen de les séparer quand tu t'en vas, à long et moyen terme. À court terme, bon, tout dépend de la dangerosité de tes chiens. Je pense que si tu pars te laver un quart d'heure, 20 minutes, tu vas pas forcément séparer tous tes chiens. Tu pars 2 heures, 3 heures de temps ou 8 heures au travail, tu sépares tes chiens. Il faut anticiper de pas laisser traîner des jouets. Jamais, tu laisserais jamais 2 chiens ensemble, tu veux dire? Ou si écoute, moi je vais te parler de ma propre expérience, tu vois. Moi j'ai toujours laissé mes chiens ensemble. D'abord j'ai eu celle d'11 ans, puis celle de 4 ans. Et même tout bébé, elle avait 6 semaines, parce que lui a 6 semaines, elle restait avec la plus grande, tu vois. Malgré que c'était un chien dangereux, et elle l'avait accepté. Donc pour moi, il y avait zéro Quand tu dis souci. chien dangereux, tu parles de celle qui a 11 ans maintenant. Qui a 11 ans maintenant. Dont tu as parlé dans l'autre C'est podcast. ça. Et Tout à qui a fait. une agressivité spontanée que tu avais. Alors, je le répète au cas où Ouais. les personnes n'auraient pas vu l'autre podcast. Donc, tu parles de ta chienne de 11 ans C'est ça. que tu as adopté, que tu as. J'ai recueilli, je l'ai que t'as adopté, je l'ai recueilli, trouvé. Donc, Voilà, donc on connaissait pas son passif. Elle avait déjà une haute agressivité, donc on ne peut pas juger comme ça de ce pourquoi elle était agressive. c'est ça. Et donc tu peux continuer. Et du coup, de là, sachant qu'elle avait accepté mon chiot, bon, pour moi, elle l'a accepté. Donc, je les ai toujours laissés ensemble et j'ai jamais vu le mal arriver ou quoi. Et je n'ai heureusement rien eu avec. Et puis, j'ai repris un 3e chien, donc un autre pitbull, et on m'a fait prendre conscience que ramener un 3e élément dans un couple, c'est jamais très bon. Ça peut être perturbateur. Et ça peut engendrer des problèmes. Donc, il faut prévoir à les séparer. Et tout dépend du tempérament de ton chien aussi, tu vois. Tu as un chien qui est calme, l'autre il est tempéré, ça va bien se passer. Tu ramènes un 3e qui est fort jouette et l'autre ne sait pas dire stop, à un moment donné, il peut dire stop de manière trop agressive. Tu n'es pas là pour séparer. Donc, De toute façon, peu importe le nombre de chiens que tu peux avoir, dès que tu en rajoutes un dans la meute, Ça crée il des y a problèmes, toujours quelque chose il y a un recalcul de l'itinéraire. Et tu Il y a sais, un recalcul. tu hein. penses toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et tu vois, je vais te raconter une anecdote. Un de mes voisins, il a 3 chiens. D'abord, il avait 2 chiens, donc la mère et la fille. Et puis, il a été chercher un American Bully. Et ils allaient ça ensemble. Et il a grandi avec les 2 autres. Et arrivé ici à l'âge de 10 mois, il a littéralement défoncé l'autre chien. Donc, quand il est revenu dans son garage, il a trouvé son chien déchiqueté. Encore vivant, mais très mal en point. Bon, il a fait ce qu'il fallait pour sauver le chien, mais... Ouais, donc... et ce chien est littéralement déchiqueté derrière une camionnette. Il le prend et il le sauve, hein, et il se retrouve avec une 30aine de points de suture. Donc ils étaient 3 chiens. Ils étaient 3 dans le Il y en a- garage, un il y a- énorme hangar. Ouais. Et puis il y en a un qui est déchiqueté. Et les 2 autres, ils sont tous les deux. Les autres vont bien, hein. Mais forcément, ils ont attaqué celui qui est arrivé. Enfin, c'est pas celui qui est arrivé, c'est celui qui est arrivé qui a déchiqueté celui qui était déjà en place. Donc un staff aguerri qui a déjà 4-5 ans, quoi, tu vois. Et c'était le jour même ou après Non, plusieurs après, semaines ils ont grandi ensemble. C'est ça le truc. Donc, tu as eu la maman, qui a eu la fille. Eux deux ont grandi ensemble, très bien. Puis, il a adopté un American Bully à l'âge de 2 mois. Et lorsque le American Bully a eu 10 mois, donc 8 mois se sont passés quand même. Hein. Il y a eu... Et là, il s'attendait pas à ça. Il est revenu de son travail. Il s'est dit, merde, mon chien, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et tout ça pour dire que moi, on m'avait dit, sépare tes chiens lorsque tu auras le 3e et tout. Et pour moi, c'était, oh, ça arrive qu'aux autres. Et bam, mon voisin me dit ça 3 jours après. C'est exceptionnel quand même. Je me dis, il fallait que ça heureusement, ça ne m'est pas arrivé à moi, c'est malheureux pour lui, mais tu en prends conscience, tu vois. Ça te met, t'es devant le fait, tu te dis, ah ouais, ça n'arrive pas qu'aux autres quand même, tu vois. C'est près de chez toi. C'est arrivé près de chez toi. Ouais, exactement. Quand ça arrive près de chez toi, ça te. Et depuis, tu les sépares. Moi, dès que je l'ai eu, je les ai séparés. Je peux te dire un peu ce qui s'est passé.
Et probablement dans cette meute-là, entre 7 mois et 2 ans, plus ou moins, commence l'adolescence. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, à 10 mois, que le propriétaire a probablement pas vu, c'est qu'il y a eu des jeux de hiérarchie qui ont commencé avec ce nouveau bully qu'il a pas vu, ou en tout cas sur lequel il n'est pas intervenu. Et à un moment, probablement que ce bully a pris le dessus vraiment, et qu'il a gagné la bataille hiérarchique. Ok. Mais que si... et c'est souvent ça, ce que je pensais par rapport à ta question, c'est il y a souvent des signes avant et que les gens voient pas les signes ou refusent d'intervenir sur les signes en se disant ça finit bien donc c'est ok, c'est pas grave. Alors que par exemple quand un chien essaye de montrer de la dominance face à un autre chien, si on veut être chef de meute, aucun chien ne fait preuve de dominance face au dominant. Un dominant ne laissera jamais d'autres chiens faire preuve de dominance devant lui. Parce que c'est déjà montrer de la dominance alors que c'est lui le dominant. Donc si on intervient en général avant que le chien commence à montrer de la dominance, on aura moins de chances d'avoir ces choses-là. Je dis pas que ça évite et que ce serait jamais arrivé. C'est très bien ce que tu dis là de moi, comment je dois agir. Tu vois, je suis amateur, total, je connais pas grand-chose et je vois mon petit chiot dans le moment de jeu avec mon plus vieux des chiens, lorsqu'il arrive pas à gagner le jouet, hop, ça y est, s'il peut attraper la joue ou l'oreille, il y va. Et là, il part en bagarre. Surtout que souvent, on dit qu'il faut laisser faire, mais après, il y a laisser faire et laisser faire, parce que tu vois quand tu laisses faire et que ça se recadre, et quand ça part en... Là, ça part en vrille. Effectivement, il faut les laisser communiquer entre eux. C'est-à-dire que surtout si tu as un qui est plus jeune, il faut laisser les plus âgés éduquer le plus jeune. Par contre, effectivement, si les plus jeunes, surtout après un temps, ils commencent à prendre confiance et à avoir plus de force, plus de technique aussi pour pouvoir prendre le dessus, à ce moment-là, il faut intervenir. Intervenir, ça veut dire séparer, donc arrêter l'altercation. Et ce que beaucoup de gens oublient de faire, c'est de les laisser l'un à côté de l'autre calmes, et puis on recule. C'est-à-dire que souvent on sépare, ça s'arrête, et on se dit c'est bon. Non. Séparer une altercation, arrêter une altercation entre chiens, c'est les arrêter, donc les séparer, mais les mettre l'un à côté de l'autre. Soit couchés sur le côté, soit assis. Ça dépend. Dans le calme. Dans le calme. Et une fois qu'ils ont atteint un niveau de calme, c'est-à-dire un niveau d'excitation 0, les chiens, et surtout nous, parce que ce qui va prendre le plus de temps, c'est que nous, on se calme. Une fois qu'on sent vraiment que c'est calme et qu'on peut vraiment faire un... Ok, c'est calme. Là, nous, on recule. Et les chiens peuvent partir. Mais personne ne bouge tant que moi, j'ai pas décidé que c'était assez calme pour qu'on bouge. Et ça, à ce moment-là, ça met la règle que l'énergie dans la pièce, c'est toi. C'est moi qui la contrôle. Ouais. Et souvent, les gens vont séparer et puis dire non, c'est bon. Souvent, les gens, par exemple, ici dans les meutes... Mais quel est le bon timing pour les séparer? Tu vois, il y a un recadrage. Non, quel est le bon... Gars, tu sais quoi? Je suis trop content d'entendre ce qu'il raconte parce que... Alors, je réagis par rapport à ce qu'il dit et dans la continuité de la question que tu vas poser, genre quel est le bon timing. Odin et Sacha, donc mes chiens, ils se sont accrochés une fois sérieusement. J'ai complètement compris ce qui a amené à ce que ça arrive. C'est juste que je suis un petit peu étonné que ce soit arrivé parce que ça s'est passé après qu'ils aient 4 ans, tu vois. Et donc, pour une histoire de jouets, de jeux, ils étaient trop en excitation. Et je faisais un jeu avec l'un. Et puis, je mettais l'un sur le côté. Puis, je faisais avec l'autre, tu vois. Mais ils se voyaient faire, tu vois. Et à un moment donné, quand je fais le transfert pour changer de chien et que j'ai en plus l'appât, eh ben, Sacha, en plus, elle était attachée. Elle voit qu'on passe avec Odin. Elle sent que la distance, elle peut atteindre Odin. Elle peut atteindre le coussin. Elle casse la distance, elle sprint, elle attrape le coussin. Odin, il sait que c'est son tour. Il attrape le coussin et là, je te garantis que, tu vois, quand ça commence à grogner, tu sais quand tu peux dire stop et que ça s'arrête, tu vois? Ou, non! Tu sais que ça va s'arrêter. Mais là, quand je fais, je savais que ça partait déjà. Je savais que ça, et c'est pourtant, c'est la première fois que ça arrivait, hein. Mais avant même que je dise, je savais que là, ça allait être sérieux. Et ils se sont accrochés. Mais fort, mal, très très mal. Comment les séparer d'ailleurs? Comment as-tu intervenu
Alors, la question est intéressante. Alors, je vais faire un petit peu de promo. On va dire, ouais, c'est ma chaîne, motherfucker chaîne. Yo, Sport for my Pitbull. Non, alors, pour tout ce qui est des histoires, pour tous ceux qui sont dans le stress, etc., des chiens qui s'accrochent, que vous soyez dehors avec votre chien, qu'il y a un chien qui agresse votre chien, ou inversement, votre chien agresse un autre chien, ou vos chiens agressent vos propres chiens, et vous êtes présents. J'ai fait une vidéo bien détaillée, bien propre. On s'est donné le temps, c'est magnifique. Et c'est surtout plein de choses à apprendre. Comment faire lâcher un chien en 7 secondes. Elle est disponible sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu de promo, mais si ça peut aider au moins des gens à voir plus clair et à voir comment se débrouiller, eh ben, c'est une bonne chose. Alors, malheureusement, à ce moment-là, au moment où c'est arrivé, comment vous dire, j'avais pas encore acquis toutes les connaissances, toutes les compétences pour le faire. Donc j'ai fait ça un peu en désordre. Mais en gros, moi, quand je racontais cette histoire, c'était surtout pour en arriver au fait que... SFMP, the podcast. T'as le timing. Ouais, mais à quel moment tu sens que ça va dégénérer ou pas? Parce que les chiens peuvent se grogner dessus. Ah oui, voilà. Parce ça fait partie du jeu. Quand il avait dit le truc genre, t'es présent, voilà. En fait, le truc, c'est que quand j'ai réussi à les séparer, je les avais à gauche et à droite. Heureusement, je suis grand, j'ai une grande allonge, donc vraiment, j'en avais un, je le serre un. Mais il voulait encore s'entrer dedans, tu vois. Bien sûr. Ouais. J'étais en mode gars, j'étais en mode planche. Je contractais tout, gars. J'étais là. J'étais fatigué déjà après la séparation. J'étais fatigué. J'étais là. Je faisais des mouvements bizarres. Et puis, je vois qu'ils veulent encore. Et puis, ils veulent plus trop. Et puis, ils commencent à regarder ailleurs. Puis, ils se calment. Et puis, moi aussi. Et voilà. Et j'attends. Et alors, je peux pas dire ça a duré combien de secondes. Le timing pour ta question. Même moi, ça m'est arrivé, je pourrais pas te dire c'est quoi le timing. Mais il y a un moment donné où j'ai été, alors ça va être bizarre pour les gens peut-être qui captent pas l'information, mais il y a un moment donné où j'étais sûr qu'ils allaient plus rentrer dedans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à relâcher la pression des colliers, etc. Puis calmement, puis j'avance quand même, je mets des laisses à chacun, je marche avec les deux à gauche et à droite, je vois que ça se calme, puis je leur donne des ordres. Je commence à faire le « assis, couché ». Puis ils sont couchés, ils respirent, puis je vois que ça va bien, puis je marche, et après je les laisse marcher côte à côte, et on marche. Et là, ils s'en voulaient plus, tu vois. Ton envie de jouer est passée à ce moment-là, hein, avec les chiens, c'est terminé, hein, t'es calmé, hein, tu vois. Gars, j'étais prendre une douche, gars. Gars, transpirer. Je pense que même si c'était chien, il y a un avant et un après cette situation-là, tu vois. Mais en fait, il y a des gens, quand leurs chiens ils s'embrouillent ensemble, après, ils peuvent plus se tolérer. Bien sûr. Moi, ma chance, et heureusement, parce que gars, quand t'as tes deux chiens qui s'entendent pas du tout, c'est compliqué, hein, c'est notre vie. Hein. C'est notre vie. Mais moi, après ça, heureusement, ils ont fait la paix. Mais voilà, mais en tout cas, ça resteras toujours un peu sur tes gardes. Bah oui, sur tes gardes. Mais moi, j'étais sur mes gardes déjà avant. Quand je parlais de timing, c'était, tu sais, le chien, quand il démarre, ça part en embrouille, tu laisses faire et ça fait coup de croc. Quelquefois, ça se calme. Et quelquefois, ça se calme pas, ça continue. Mais est-ce que c'est le bon moment d'intervenir ou bien il faut encore laisser continuer monter la pression? Surtout que c'est un chiot de 7 mois qui pourrait pas subir une attaque. Tu vois la différence de deux adultes. C'est jeune. Un coup de croc, le chiot, il y a une balafre, hein, il y a un œil en moins. Donc, toi qui est dans le truc. C'est une question de sensation, en fait. Il n'y a pas une bonne manière, c'est surtout sentir. Alors, ce qui va être très, très important, c'est d'être calme. Parce que si on n'est pas calme, alors on va surinterpréter ce qui se passe. Si, on a déjà vu des gens qui séparent des... Il y a deux séparateurs. Il y a les séparateurs. Non, mon chien. Et on voit que là. Donc j'en fais partie. Et ça fait qu'à mettre de l'huile sur le feu. Parce qu'on ajoute de l'anxiété et de la nervosité dans la situation. Par exemple, Junior, dans l'exemple que tu citais, tu sentais que le niveau d'excitation était déjà à 6. Et toi, c'est un niveau 4. Donc en fait, quand tu amènes ça un niveau 6, si tu les rejoins pas à ce niveau-là, d'office, ça explose. C'est trop tard. Tu rajoutes quelque chose. Tu rajoutes quelque chose. Ouais. Par contre, si tu arrives avec une correction niveau 7 ou niveau 6, alors là, ça va permettre de descendre. C'est pour ça que... C'est des fractions de seconde, hein, ce qui est des trucs. C'est ça, exactement. C'est des fractions de seconde.
Et donc c'est souvent ça. Et c'est une question de sensation. Donc il faut des miles. Il faut répéter. Il faut avoir plusieurs combats à certains moments pour pouvoir savoir. Ok, ici ça va pas. Ici je peux intervenir. Mais si on voit que ça monte, moi ce que je dis souvent c'est 0 à 5 ça va. On sent 0 à 5. 0 à 5 ça va, on peut faire, ça va redescendre. Une fois que ça dépasse 6, il faut intervenir directement. Et non, pas ici. Et on remet sur le côté. Bon, pour les gens qui nous écoutent, l'échelle dont il parle et dont il a parlé dans un précédent podcast, c'est une échelle, entre guillemets, imagine. Il faut savoir se projeter, prendre du recul. Je sais qu'il y a des gens de tout âge, de toutes formes d'expériences différentes qui nous regardent. Donc, avant d'aller crier dans les cours de récréation, ouais, n'importe quoi, c'est quoi ça, 0 à 6, 1 à 5? Non, il a expliqué déjà précédemment. Donc voilà, c'est une échelle imaginaire, c'est une manière de, voilà, on met des mots pour oui, comprendre, pour interpréter. Ouais, vas-y. Il y a une échelle, on utilise une échelle d'excitation de 1 à 10. De 1 à 5, c'est une zone qu'on appelle bleue. Donc, à ce moment-là, ça va, on peut laisser faire. Une fois qu'on dépasse 5, et on le sent, en général, c'est des gros grognements, ça commence vraiment à chauffer. On se sent pas bien à l'intérieur de soi. C'est le moment d'intervenir. C'est toujours comme ça. Et toujours faire attention à comment on se sent. C'est ça le bon indicateur et c'est la chose qu'on oublie toujours. Donc, dans se notre faire société. confiance à soi-même au moment présent. Exactement. Et arrêter de réfléchir. Faut pas réfléchir, il faut sentir. Ou surinterpréter des choses peut-être. Exactement. Mais Alessia, toi, t'as déjà eu affaire à des altercations assez violentes entre chiens ou heureusement tu as eu la chance que t'en préserves J'ai eu quelque part la chance de, en tout cas pour les chiens qu'on a eu en famille, quoi. Hein. On a eu la chance, si tu veux, d'intervenir assez vite. Donc tu le sens en fait par toi-même. C'est quand effectivement est-ce que éventuellement ça augmente un petit peu la tonalité du grognement. Mm-hmm. Mais ça, c'est encore une fois, c'est lorsque tu connais ton chien, hein, tu commences à sentir quand il commence vraiment à s'énerver, oui, il s'énerve et tout ça, tu commences à entendre le grognement qui est plus fort, quoi. Et donc, c'est là. Et le problème, c'est aussi, en tant que maître, de connaître cette limite. Mm-hmm. Où est-ce que. C'est ça que tu disais, hein. Où est-ce qu'elle arrive, cette limite? Quand est-ce que je vais pouvoir intervenir? Est-ce qu'il s'agit d'un jeu entre eux ou. Ouais, je vais te dire, je ne la vois pas arriver, cette limite, parce qu'ils mordent ensemble le même coussin. Et tout d'un coup, il suffit qu'il y ait un accroc dans la babine de l'autre. Et tac, ça démarre. Et c'est le petit, heureusement, c'est le petit qui s'énerve. Donc le grand est surpris, quoi. Mais je me dis, vu que le petit, à un moment donné, va devenir grand, quand lui va s'énerver de la même manière, du coup, il va me défoncer l'autre. Tu vois? Donc là, tu te dis, même dans le jeu, je pourrais plus les laisser jouer ensemble. Mais au moins, t'as des avertissements. Ah ouais, et je pense que quand on a des avertissements, tu dois tenir compte, alors, à ce moment-là. Mais du coup, c'est ça que je te pose la question. Est-ce que tu fais du flirt pool avec les deux en même temps? Ou du spring pool? C'est une question. Quoi, le flirt pool? Alors, le flirt pool, c'est un jeu dans lequel on va prendre une espèce de. Alors, on utilise la plupart du temps une chambrière pour les chevaux, donc comme une espèce de grande canne à pêche, un grand bâton rigide. Et au bout, on met une petite cordelette et avec un appât ou pas. Et en fait, nous, on utilise ce matériel pour permettre de dépenser nos chiens, de les faire courir à mort, sans devoir faire de la moto ou de la voiture avec ton chien qui court à côté, tu vois. Dans un petit espace, même à partir d'un 10 mètres carrés ou un 20 mètres carrés, d'herbe ou de terre ou de sable, tu peux aller de gauche à droite et le chien avec son instinct de prédation, mais qui est répertorié sur le jeu, dans le jeu, il va courir de gauche à droite et changement de direction, sprint, décélération, réaccélération, et ça les dépense à fond et ils sont bien après, etc. Le truc, c'est que c'est vrai que quand tu as si tu fais avec un chien, ça va. Un chien qui en veut vraiment, c'est cool. Mais si tu as deux chiens qui en veulent vraiment et qu'il y en a un qui attrape l'appât, et il est possible que le deuxième ait envie de boxer le premier. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que moi, je le fais depuis tout le temps avec mes deux chiens. Ils se sont jamais embrouillés là-dessus. Et en fait, j'arrête pas de repenser à ce que tu t'as dit là tantôt avec le fait qu'il faille sentir en fait les scènes, sentir les chiens, sentir. Et c'est vrai que très souvent, c'est une question de fraction de seconde. Mais maintenant, tu m'as dit flirt pool, tu m'as dit spring pool. Exactement. Le spring pool, avant, j'ai mis des vidéos sur YouTube où, alors le spring pool, c'est en fait
un jeu dans lequel tu vas mettre un espèce de ressort avec un appât, un jouet, un boudin ou un jeu dans lequel le chien peut se suspendre et peut se saisir de trucs et faire des flexions, tu vois. Alors, tu sais que, comme tu l'as dit là, je sais plus si c'était dans ce podcast-ci ou le précédent, que les races de chiens dont on est proche, elles aiment bien en tout cas se saisir et voilà, et y aller. Nous, on sait que physiquement, c'est un moyen de dépense. Mais maintenant, c'est sûr que si on met 2 ou 3 chiens en même temps dans un exercice pareil, on prend des risques parce qu'il faut tenir compte du fait des montants d'excitation, la concurrence et le côté pas et compagnie. Et c'est vrai que moi j'ai fait ça quelques fois, j'en ai fait des vidéos que j'ai postées sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui je ne peux plus le faire, par exemple, parce que maintenant mon mâle et ma femelle, ils peuvent faire du flirt pool, courir ensemble et tout, après ils vont jouer ensemble, mais quand ils sont à 2, l'excitation monte beaucoup trop haut. Peut-être qu'on devra parler de niveau comme t'as instauré un petit peu. D'ailleurs c'est pas mal. J'aime bien ce concept. Mais là ils peuvent plus parce qu'alors ils se prennent. J'ai dit qu'ils avaient eu une seule altercation dans leur vie. Il y en a eu une deuxième 2-3 ans après dans cet exercice-là. Et alors que je ne le faisais plus trop, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu relancer ça et je savais presque ce qui allait arriver. C'est arrivé. Heureusement, là, j'ai séparé plus tôt et de manière plus convenable, vu que j'avais beaucoup plus de compétences à ce moment-là. Et depuis lors, je le fais plus parce que c'est beaucoup trop risqué. Ce genre d'exercice, ça peut être intéressant. On a eu beaucoup de réactions sur une de nos vidéos où, effectivement, nous, quand on promène des meutes de 12-15 chiens, on met une balle et ça peut aussi monter en excitation et en rivalité. Ce genre d'exercice où ce que tu expliques, c'est très bien aussi pour... Surtout avec des pitbulls, parce que avec les pitbulls, ce que beaucoup de gens font avec leurs pitbulls, c'est qu'ils amènent de l'excitation. C'est des chiens qui adorent être excités, et donc les gens vont chercher à ce que leur chien soit excité aussi parce que ça les dépense, et que c'est très difficile de pouvoir dépenser un pitbull parce que ça a une endurance incroyable. Ouais. Ça a des risques, mais ça a aussi des bénéfices dans le sens où, par exemple, ce qui s'est passé avec les chiens, le mieux, si ça se passe, par exemple, si tu as une bagarre dans un contexte donné, juste après que ça se soit passé, tu le refais. Tu les écartes pas du truc, donc tu les calmes comme on a parlé tout à l'heure, et puis tu le refais encore et encore. Comme ça, ils s'habituent. J'imagine que l'altercation a eu lieu dans un niveau 8 d'excitation. Il faut qu'ils s'habituent à pouvoir gérer un niveau 8 sans devoir se retourner dessus. Mais pour ça, ils doivent répéter l'exercice. Et après, ce qui est chaud, c'est que dans ce cadre ici, c'est que eux, ils ont toujours été habitués à le faire ensemble et ils se sont toujours tolérés. Et c'est vrai que j'ai beau défendre tout le type d'exercices qu'on fait qui sont déjà très controversés. Les gens ne comprennent pas toujours sur Internet. Ils voient, les gens de la communauté, ils savent, donc t'as rien à leur expliquer. Mais les gens qui ont peut-être des races plus diverses, je sais pas si je peux dire ça comme ça sans que ce soit péjoratif, ils comprennent pas, ils voient ça, ils se disent mais qu'est-ce que vous faites et compagnie. Ça se passe bien pendant des années, et puis ça part en sucette avec ma conscience personnelle, mais pas forcément ton expérience personnelle. Je me dis, j'ai déjà eu de la chance qu'il se passe rien pendant autant d'années. Et le truc, c'est que quand ils jouent à ça, leurs têtes sont tellement proches, leur grognement et leur excitation est tellement forte. Tu peux pas dissocier, hein. C'est déjà jouer avec le feu. Dissocier, je peux, parce que quand ils jouaient ensemble dessus, avec le ressort pour inhiber, pour pas abîmer les cervicales, etc., tu les vois, ils tirent dessus. Parfois, il y en a un qui lâche, il ressaute, mais il attrape à une autre partie là où il sait qu'il va pas toucher l'autre. Et puis l'autre, il lâche, il ressaute. Et quand ils se touchent sans faire exprès, ils lâchent, ou ils se font... Et après, ils reprennent bien. Mais à un moment donné, tu te dis quand même, yo, t'es en train de jouer avec le feu là. Je fais ça, c'est beau, tu fais une vidéo, c'est beau, tu regardes, c'est spectaculaire, etc. Mais t'as une conscience comme ça qui te dit, c'est pas l'idéal, tu vois. Et quand ça part en sucette, en fait, tu te dis, je savais que c'était pas l'idéal. Donc là, j'avais déjà commencé à arrêter de base, hein. Comme je vous ai dit là tantôt en racontant l'histoire, je le faisais plus trop parce que je sentais déjà que c'était plus trop génial. Et là, je l'ai fait. Et il est arrivé ce que je pensais qu'il pouvait arriver. Et là, justement, imagine que ton chien tue ton autre chien à ce moment-là, tu vois. Ouais, mais pour le tuer. Non, mais après. Pas qu'il tue, mais
ou qu'il blesse grièvement. Tu vois, comment tu réagis vis-à-vis de ton chien qui a attaqué, tu vois? Non, alors Ça, alors déjà là, quand c'est parti en sucette, je me suis dit le premier fautif c'est moi. Mhm. Je me suis dit c'est ma faute. Je l'avais déjà senti, je l'ai fait quand même parce que je me suis dit ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Mais je me suis pas demandé pourquoi ça faisait longtemps que je l'avais plus fait. Parce que j'avais déjà eu des sensations, j'avais déjà senti des trucs avant. Et je l'ai fait quand même, tu vois. Mais après, c'est arrivé, je me suis dit, c'est ma faute. Je me suis dit, vas-y, fais plus jamais ça, etc., tu vois. Donc, tu conseillerais aussi quand même aux gens, un peu novices comme moi, tu vois, qui débutent là-dedans, qui font, de ne pas le faire avec un autre chien, ou alors de rester très, très vigilant, même si c'est de logique, la vigilance qui doit être là, mais même si on est vigilant, on sait que ça peut arriver. En fait, il faudrait y aller avec progression, en fait. Pas tout de suite les exciter, quoi. Tu vois? Donc, tu y vas tout doucement, quoi. Mais après, le truc, c'est c'est quoi? C'est que si tu as deux chiens qui s'entendent vraiment bien, tu peux y aller progressivement, comme Alessia l'a dit. Mais tu peux vraiment observer, voir que quand ils sont encore un peu, entre guillemets, inoffensifs, tu peux aussi suivre, comme Doc Connexion l'explique, ils sont croqués un petit peu, ils sont jeunes, ça. Tu vois? Et après, tu les calmes, tu les relances, jusqu'à ce que ça se passe bien, qu'ils comprennent que c'est ça pour jouer. Il y a des chiens pour lesquels ça va toute la vie. Il n'y aura jamais de problème. Tu peux faire ça comme ça. Voilà. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne plus le faire parce que le problème, c'est que c'est le potentiel. En fait. Ouais, c'est ça. C'est des chiens, il faut bien se rendre compte que t'as pas trop droit à l'erreur. Hein. La force qu'ils ont, s'ils déploient à un moment donné, tu pourras pas gérer. Tu sais que tu joues un peu avec le feu. Ouais. C'est un jeu, c'est bon pour ça qu'on sépare les chiens, en fait, au final, tu vois. Même quand on s'en va dans une maison, chacun dans son chenil, les gens, le fameux débat de la cage, du chenil, etc., tu vois. Ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Il faut vivre l'expérience et il faut être dedans pour comprendre pourquoi tu as un chenil, pourquoi tu as une cage. Moi-même, j'étais contre la cage à l'époque. Puis, tu te rends compte qu'elle est c'est très satisfaisant d'avoir une cage où mettre son chien quand il faut, tu vois. Il y a des moments. Mais j'imagine que toi, tu dois avoir une position peut-être différente parce que je sais pas ce que tu as vu dans le monde du chien. Tu as déjà sûrement dû voir. De toute façon, il y a des choses infinies à voir. Hein. Donc, on pourra jamais réduire quelqu'un à on a vu des choses peut-être que tu n'as pas vu, mais tu as peut-être vu des choses que nous, on n'a pas vu. Donc, toi, dans les conclusions de ton expérience, l'idée de séparer deux chiens quand tu pars au travail, est-ce que c'est quelque chose qui te révulse? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, je pense effectivement, dans le que t'expliques, ça peut être la sécurité, ça fait du bien, je pense, être au travail et pas s'inquiéter. Et aucun chien va être mal d'être séparé de l'autre le temps que... En général, quand ils sont dans leur chenil, je pense qu'ils passent leur temps à dormir et à se reposer, et puis le reste du temps, ils rejouent ensemble. Donc, non, moi, je suis pas contre, et je pense que les cages ou les chenils, c'est très bien aussi pour, dans des cas moins extrêmes de tuer d'autres chiens, mais simplement pour la destruction, l'anxiété de séparation. Ouais, aussi. C'est quand même des solutions qui sont vraiment très chouettes. Si on enseigne aux chiens comment être dans la cage, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la cage ou le chenil représente un lieu de calme et pas de punition, pas de l'excitation. pas de punition aussi. Hein, ni de punition ni d'excitation. Et beaucoup de gens prennent leur chien, il s'excite, il s'énerve, il a bouffé le divan à l'instant T, on le met dans la cage. Bon, le chien, il voit ça comme une punition, au final, il va pas. Moi, je pense que ça doit être un petit peu un lieu, ça doit être son panier, et qui est fermable au final. Hein, tu vois, sa chambre. Ouais, voilà, c'est ça. On n'a pas pu trouver un meilleur terme. Sa chambre. Ouais. Je vais mettre une petite console de jeu. Ça, je la garde pour moi quand même. Voilà. De toute façon, voilà, on arrive à la fin du podcast. On aura pu échanger au final par rapport au fait de comment réagir si notre animal tue en fait un autre animal domestique qui nous appartient. On a bien vu qu'ici en conclusion, c'était souvent on réagissait par émotion. Alors certains vont avoir des coups de sang et des émotions très fortes dans un court terme. Il y a des personnes qui vont avoir des émotions très fortes dans un long terme et prendre des décisions de se séparer de leur chien, etc. Et rester vraiment radical dans leurs décisions. Est-ce que c'est dommage ou pas? Moi, personnellement, je trouve que c'est dommage. Maintenant, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je sais pas. Je pense que... Alors, moi, je vais vous poser la question pour conclure, mais voilà, moi, mon avis, je peux comprendre qu'on ait des émotions particulières à l'instant T. Si on sait qu'on a des faiblesses à maîtriser ces émotions dans un instant T, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes. Mais maintenant, dans le long terme, il s'agirait vraiment de se relever, de se dire et de se demander surtout pourquoi c'est arrivé. Et s'il y a au moindre moment, on peut se rendre compte que c'est notre faute, avant de pénaliser l'animal,
il faut d'abord corriger ses fautes. Et avant de prendre des décisions qui vont punir l'animal et pas nous punir nous-mêmes. Parce que finalement, on se débarrasse de l'animal ou on le fait euthanasier ou des trucs comme ça. Mais nous, on paye aucun pot cassé alors qu'à la base, c'est de notre faute. Alors moi, je sais pas, pour conclure, je vais faire un tour de table. Charles? Je pense, en quelques mots, que c'est compréhensible de la part de la personne. Pour ma part, personnellement, je pense que je vais en vouloir à l'animal quelque temps. Et puis aussi, me remettre en question. Savoir si c'est de ma faute, pas de ma faute, etc. Et en effet, ça aide à passer le cap. Puisque, au final, ça ne reste qu'un animal, il n'a pas la conscience de ce qui peut être bien ou pas bien, comme l'humain. Il dissocie pas forcément le bien du mal. Maintenant, de là à euthanasier le chien, je pense qu'il y a d'autres solutions plus abordables. Peut-être replacer le chien chez quelqu'un qui va le gérer ou qui pourra lui apporter de l'amour, parce que de toute façon, ce chien n'est peut-être pas méchant pour autant. Il a peut-être subi une attaque, a priori, en premier lieu par l'autre chien. Donc, je pense qu'il y a d'autres solutions que de tuer le chien, voilà. Et toi, Alessia, qu'est-ce que tu penses d'une personne qui agirait de se débarrasser de son chien ou de l'euthanasier après qu'il ait tué un animal domestique de son propre foyer? Non, moi je le fais pas euthanasier. Non, absolument pas. C'est un animal, je répète. C'est comme si on était en train de jouer dans un autre monde. Tu vois, c'est comme si on était dans la jungle. Donc il faut comprendre, à mon avis, le contexte. Ça, c'est la première des choses à laquelle je pense. Et ensuite, l'amener à voir un peu son comportement. Donc, observer son comportement. Voir si c'est la famille, c'est le maître. Et donc, peut-être le placer dans une autre famille, effectivement, comme... Mais en fait, je pense que c'est la patience aussi qui manque au maître, non? La patience de comprendre. Je pense que c'est aussi la patience de comprendre du maître, oui. Une grande partie des fois, c'est à cause de ça. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, en fait, de comprendre son propre animal. Et de connexion, toi, personnellement, quelle est ta pensée par rapport à cela, pour conclure en quelques mots? Oui, je pense que c'est difficile. Ça peut être difficile de garder un chien qui a tué un autre de nos animaux et si on n'est pas capable d'être un bon maître pour ce chien-là après, je pense que c'est aussi responsable de sa part de pouvoir dire en fait je suis pas capable de m'en occuper. Je pense que ça peut être une démarche bienveillante envers le chien de dire ok, on va trouver une autre famille finalement parce que moi je ne saurais plus m'occuper de toi. Je pense que ça peut être bienveillant. Reconnaître qu'on n'a pas le niveau actuellement en fait. Oui, ou que émotionnellement, relationnellement, c'est tellement difficile. Je veux dire, je fais un anthropomorphisme, mais si mon fils tue ma fille, j'aurais aussi du mal à m'occuper de mon fils après. Donc je pense que ça peut être tant que c'est pas une. Ça peut être inquiétant. Tant que c'est pas une réponse violente et voilà, je vais t'euthanasier ou je m'en ai rien à foutre. Et que ça peut être pris responsablement, je pense que c'est responsable aussi de pouvoir se regarder dans le miroir et dire je suis pas capable de m'occuper je ne suis plus capable de m'occuper de ce chien-là. Si. Eh bien, ok. En tout cas, on aura fait le tour. Je suis très, très heureux d'avoir pu discuter de ce sujet avec vous. Je suis très, très heureux que vous soyez là et que vous ayez été participatif. On va se retrouver probablement dans une autre vidéo, dans un autre podcast. En tout cas, pour toutes les personnes qui regardent et qui sont arrivées là, les gars, si vous savez pas encore fait, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés, les gars. Pourquoi vous faites ça, les gars? Ça veut dire que vous aimez regarder les vidéos, mais vous vous abonnez pas. En mode, ouais, je vais pas faire ce qu'il dit. Arrêtez vos histoires, là. Ne vous abonnez pas. C'est déjà ce qu'ils font. Likez, petit pouce, algorithme, malheureusement. Et on vous casse la tête avec ça en tant que youtubeur. Mais c'est ce qui fait que les choses marchent mieux, malheureusement, sur les réseaux sociaux. On doit se plier aux règles du système. Donc, les gars, petit pouce bleu, pendant que je parle trop, là. Petit pouce bleu, il parle trop sur le petit pouce bleu. Abonnez-vous, cloche. Et puis n'oubliez pas, tout ça, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus. C'était chouette, quoi. Après, on est parti dans des discussions. Oui, à un moment donné, ça part en fait, c'était à la base qui tue le chat. On n'a pas parlé beaucoup du chat. Hein.